Ce qu'on va faire premièrement, c'est quoi? Ce que je veux, c'est si on demande la page d'accueil, qu'on puisse ici afficher Hello World, ok? Pour l'instant, si j'actualise, rien ne se passe. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est créer un contrôleur. Donc, au niveau ici de com.teacherdunet.demo, vous voyez qu'on a un fichier qui a été créé automatiquement, Demo Application. En réalité, ce fichier-là, c'est un peu le cœur de notre application, ok? Vous voyez, c'est celui-là qui va nous permettre ici de lancer notre application, et ainsi de suite. Vous avez cette annotation-là, @Spring Boot Application. En réalité, lorsque vous mettez cette annotation de manière implicite, elle va rajouter 3 autres annotations pour vous. Probablement, si vous n'avez pas fait du Java un peu poussé, les annotations, vous les avez vues, mais vous ne savez pas qu'on aurait pu faire des trucs un peu plus avancés. Vous avez vu probablement l'annotation override, mais vous ne savez pas peut-être que vous pouvez créer vos propres annotations, et ainsi de suite. Les annotations sont très utilisées. Probablement, je vais faire une vidéo séparée où je vais parler des annotations, mais ici, remarquez simplement mes arrobas suivi ici de notre annotation, ok? Donc, je disais que lorsqu'on mettait Spring Boot Application, en réalité, il faisait plusieurs mushibushi. Il va mettre Enable Auto Configuration. Il va mettre également ici @configuration pour dire que ceci va nous permettre ici de faire de la configuration. Et il va rajouter un troisième mushibushi, Component Scan. OK? Donc, tout ceci est implicite lorsque vous mettez Spring Boot Application. Donc, cette première annotation permet de dire qu'on aura ici ceci qui va nous permettre de gérer la configuration. Enable Auto Configuration, c'est ceci qui va vous permettre ici, dans la mesure du possible, de pouvoir deviner automatiquement la configuration qu'il y aura à mettre, ok? Par exemple, si vous venez au niveau de votre fichier ici de configuration, ok, et que vous rajoutez des trucs en rapport avec Tomcat, si vous n'avez pas Tomcat installé, il est assez intelligent pour se dire, s'il a eu à configurer ici Tomcat, c'est que probablement il veut ici Tomcat. Et il va ici rajouter Tomcat aux dépendances afin que Tomcat soit disponible, ainsi de suite. Et ce component scan va permettre ici de scanner plein de mushibushi au niveau de votre application. Vu que je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau du fonctionnement interne de Spring, on va se contenter de garder simplement ce Spring Boot Application. Mais je voulais simplement à ce niveau-là vous montrer qu'en réalité, il fait des petits trucs derrière et tout ceci est simplifié par cette annotation-là. Vous voyez que lorsque j'ai sauvegardé ceci, DevTools a détecté cette modification et il a redémarré ici mon serveur. Donc, après avoir eu à mettre cette annotation, on met ici notre méthode main et on va utiliser une classe qui a pour nom ici Spring Application. On met ici notre classe avec ici .class et on passe les arguments à ce niveau-là. Plus vous allez concevoir vos applications avec Spring, ceci va devenir ici un réflexe, ceci sera évident. Mais vous avez vu qu'en réalité, si vous utilisez Spring Boot avec ici start.spring.io, vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer à retenir ceci parce que cela sera rajouté automatiquement pour nous. Ok? Donc maintenant que j'ai eu à expliquer ceci, ce que je vais faire, je vais créer un autre package afin de créer notre premier contrôleur. Donc, je vais garder ici com.teacherdunet.demo, simplement que je vais rajouter ici .contrôleur afin de rajouter ici l'ensemble de mes contrôleurs. Donc, mes fichiers ici core vont se trouver à ce niveau-là, comme mon fichier de configuration globale. Et je vais créer ce package-là com.teacherdunet.demo.contrôleur qui va contenir mes contrôleurs. Donc, mon contrôleur ne sera rien d'autre qu'une classe. Donc, je fais ici new class et je vais l'appeler ici page controller. Donc, page controller, ce sera ici le contrôleur qui va me permettre de gérer l'ensemble de mes pages. Donc, généralement, mes pages statiques. Je fais ici finish et vous allez voir, aussi simple que cela, j'ai maintenant une nouvelle classe Java. Donc, par défaut, cette classe n'est pas considérée comme un contrôleur. Pour qu'on puisse la considérer comme un contrôleur, je dois rajouter ici contrôleur. Donc, ça, c'est une autre annotation contrôleur qui permet de dire que cette classe est un contrôleur. Maintenant, une fois que j'ai mon contrôleur, je pourrais créer ici un ensemble d'actions, un ensemble de méthodes. Donc là, je vais mettre ici ceci que je vais vous expliquer dans quelques instants, ok? Ne vous inquiétez pas, les gars. Je sais que ça peut faire beaucoup, mais ici, vous voyez cela comme si vous êtes au cinéma. L'idée, c'est de voir dans l'ensemble comment ceci fonctionne. Et si ça vous intéresse de développer des applications web en Java avec ici Spring Boot, ok? Donc là, j'ai déclaré une méthode home qui est censée retourner une chaîne de caractères. Et la chaîne de caractères qui sera retournée, ce sera ici Hello World, comme ceci. Donc là, vu que je retourne une chaîne de caractères, je n'ai plus d'erreur. Maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? Je vais dire que cette méthode, elle sera exécutée
si on demande la page d'accueil. La page d'accueil, ce sera ici /, ok? Si je voulais aller au niveau d'une page about, ce sera ici /about et ainsi de suite. Donc là, j'aurai la possibilité de venir à ce niveau-là. Je vais mettre ici get mapping que je vais expliquer dans quelques instants. Et cela va permettre de dire si on fait une requête de type get vers la page d'accueil, tu vas m'exécuter ce Mushibushi là. Donc au niveau ici du protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol, qui est le protocole qui régit le web, vous avez plusieurs verbes. Lorsque vous souhaitez récupérer des informations, lire des informations, vous allez faire une requête de type get. Lorsque vous souhaitez ici poster des informations, donc créer des informations, vous allez ici faire une requête de type post. Donc très souvent, lorsqu'on soumet les formulaires, ce sont des requêtes de type post. Lorsque vous souhaitez modifier de l'information, ce sera une requête de type put ou patch. Et lorsque vous souhaitez supprimer de l'information, ce sera une requête de type ici delete. Ok? Donc si vous venez ici et que vous tapez google.com, en réalité, vous faites une requête de type get. Si je viens au niveau de network, je vais tenter d'actualiser ce Mushibushi. On va chercher ici ce premier lien-là. En réalité, vous voyez ce GFERD et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une query string. Ok? Mais là, moi, ce qui m'intéresse, si je viens au niveau de header, vous voyez qu'en réalité, on a fait une requête de type get vers Google. On a eu un statut code 200. 200 permet de dire tout s'est bien passé. Si vous avez un statut code 404, cela permet de dire not found, donc on n'a pas trouvé la ressource. Un statut code 500, une erreur au niveau du serveur et ainsi de suite. Donc en réalité, c'est une requête de type get qu'on a eu à faire vers cette URL-là. C'est pourquoi nous également on dit, si on fait une requête de type get vers notre domaine, pour l'instant c'est ce Mushibushi-là, tu vas exécuter ceci et afficher Hello World. Vous allez voir que par défaut, cela ne va pas fonctionner. Si j'actualise, malheureusement, on a une erreur. On nous dit que on a une erreur. Cette fois-ci, on ne trouve pas de template Hello World. Ok? En réalité, lorsque vous mettez ce Mushibushi là par défaut, il va chercher une vue, donc un template. Rappelez-vous, au niveau de l'architecture MVC, c'est la vue qui affiche les informations. Il va chercher une vue qui a ce nom-là. Alors que nous, on ne veut pas qu'il cherche une vue qui a le nom Hello World. On veut simplement qu'il affiche directement Hello World. Donc on peut rajouter une autre annotation qui est ici response body qui permet de dire ce que je vais mettre ici, considère cela directement comme la réponse, ok? Ne viens pas ici me dire que tu cherches un template qui a ce nom-là. Utilise ce que je t'ai donné directement comme la réponse à ce niveau-là, ok? Et là, il pourra comprendre ce que vous dites et il va dire, pas de problème, je vais faire ce que tu m'as demandé, ok? Donc, si je viens ici, j'actualise, vous voyez, Hello World s'affiche ici. Il va utiliser directement cette réponse comme la réponse à retourner, ok? Donc, je pouvais mettre ici du code HTML. Par exemple, je vais dire qu'on va retourner H1 avec ici Hello World. J'enregistre, il détecte la modification, il va redémarrer ici le serveur. Et si je reviens ici, j'actualise, vous allez voir maintenant ceci avec un H1 qui va afficher Hello World. On regarde le code source et vous voyez bel et bien H1 Hello World. Donc en théorie, vous pouvez mettre ici tout votre code HTML. Mais vous voyez les gars que clairement ce ne sera pas ici intéressant parce que vous aurez ici quelque chose de long à ce niveau-là, ok? Donc ce qu'on va faire c'est quoi? On va revenir à ce qui était présent au départ. On va lui donner ici le nom d'un template qu'il doit chercher. Et les templates, il va les chercher dans le dossier template qui se trouve au niveau de ressources. Donc au niveau de statique, il cherche vos fichiers statiques. Pour ceux qui ont déjà eu à faire du développement avec le framework Laravel, statique c'est un peu comme le dossier public, ok? Tout ce que vous mettez à ce niveau-là est directement accessible, ok? Ici, vous allez mettre vos templates. Donc moi, je vais dire, dans le dossier template, cherche un dossier ici page. Et au niveau de ce dossier page, cherche un template home.html. Donc, vous voyez que je n'ai pas mis l'extension par défaut. Il saura lui-même qu'il doit rajouter ici l'extension .html. Donc, si je viens au niveau ici de template, je vais créer un nouveau folder, un nouveau dossier que je vais appeler ici page. Et dans ce dossier page, je vais créer un fichier que je vais appeler home.html. Donc, je choisis HTML file. Et là, ce sera ici home.html. Donc, on va mettre un petit Hello World et c'est la même chose que je vais mettre à ce niveau là au niveau d'un H1 Hello World. Mais là vous allez voir les gars, ou bien ici je vais mettre démo app et là je vais mettre Hello World. Mais là vous allez voir on aura ici quelques problèmes qu'on va résoudre petit à petit.
Donc là, j'ai tout enregistré. Je viens à ce niveau-là, j'actualise. Malheureusement, on a ici page home. En lieu et place d'avoir ceci qui est affiché, on a page home. Rappelez-vous ce qui s'était passé. Par défaut, il cherchait un template qui avait ce nom-là. Mais nous, on a rajouté ceci pour lui dire retourne directement ceci comme contenu. Ne cherche plus de template. Donc, vu qu'on a maintenant créé un template, on va enlever ceci. Comme ça, il va chercher le template. Et là, normalement, on aura ici une autre erreur, mais ce sera une erreur différente. Je vais actualiser à ce niveau-là. Et vous voyez, je crois qu'il est en train de redémarrer le serveur. Je vais donc patienter un tout petit peu. Tout est bon. On va actualiser. Mais là, vous voyez qu'on a une erreur différente. On nous dit qu'on a une erreur au niveau de notre template à la ligne 6 et à la colonne 3. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous vous rappelez au début, on avait installé le Mitsubishi TimeLeaf, ok? Et je vous avais dit que TimeLeaf, c'est celui-là qui allait nous permettre de gérer notre vue, ok? Vous voyez, TimeLeaf, si vous vous rappelez, on avait coché Web, TimeLeaf et DevTools. Donc, TimeLeaf, c'est celui-là qui gère la vue. Et au niveau de TimeLeaf, par défaut, même si vous avez des balises seules, des balises auto-fermantes, vous êtes obligé ici de rajouter le slash. Si vous ne rajoutez pas ici le slash, vous aurez des erreurs. Donc là, à ce niveau-là, le problème venait d'ici. Vu que par défaut, j'avais ceci, TimeLeaf ne comprenait pas, il faudrait rajouter ici ce slash-là. Donc je sais que ça, c'est du code HTML5 valide, mais avec TimeLeaf, les gars, il faudra rajouter ce Mitsubishi-là. Sinon, cela ne va tout simplement pas fonctionner. Donc, vu que j'ai rajouté ceci, je vais actualiser. Et vous voyez maintenant, parfait. On nous met ici Hello World. Donc, tout fonctionne à la perfection. Si je mettais ici Hello Maman, je reviens à ce niveau-là, j'actualise. Vous voyez Hello Maman. OK? Donc là, on va revenir à Hello World. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? En lieu et place que ce soit toujours Hello World, je veux qu'on puisse ici donner le nom de la personne à qui on souhaite dire bonjour. Donc, si je voulais dire bonjour Mercury, je vais passer ici ce Mercury et je pourrais dire bonjour Mercury. Donc là, je disais que c'est ce qu'on appelait une query string, ok? En réalité, vous avez ici votre domaine et après vous allez avoir un point d'interrogation, clé égale valeur. Donc ici, point d'interrogation, clé égale valeur. Si on avait un autre Mitsubishi, on aura et commercial, par exemple ici numéro de téléphone et on met ici la valeur, ok? Donc on met le point d'interrogation, la clé égale la valeur, et commercial si on a plusieurs Mitsubishi, clé égale valeur et ainsi de suite. Donc moi je vais passer un paramètre get, c'est comme ça qu'on appelle ces Mitsubishi, qui aura pour nom name et la valeur ce sera ici Mercury. Et je vais utiliser ceci pour dire bonjour Mercury. La question qu'on peut maintenant se poser, comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce Mitsubishi là? Donc le nom que j'ai donné à mon paramètre c'est name. Ce que je peux faire c'est quoi? Je vais vous montrer un premier moyen simple de gérer ceci. Après, on va voir comment on peut gérer cela de manière beaucoup plus simple avec Spring. Ce que je vais rajouter à ce niveau-là, c'est HTTP servlet request. Et je vais mettre ici request. Donc, je vous avais dit que au niveau de Spring MVC, il va vous faciliter pas mal de choses qui auraient été compliquées avec ici Java EE. Mais vous allez voir que dans la pratique, ça peut être intéressant de savoir comment est-ce que ceci se faisait au niveau de Java EE, ok? Parce que si vous savez comment ceci se faisait au niveau de Java EE, vous allez réellement apprécier tout ce qui est facilité avec Spring. C'est un peu comme la programmation orientée objet. Si vous n'avez jamais fait du procédural, sur le champ, ça peut être difficile de voir l'intérêt d'utiliser la programmation orientée objet. Mais si vous vous êtes tracassé à utiliser du procédural pendant longtemps, vous allez voir peut-être les problèmes qu'on a avec le procédural. Et lorsqu'on vous présente la programmation orientée objet, vous allez vous dire, ah, c'est merveilleux ce Mitsubishi là, ok? Donc en réalité, au niveau de Java EE, on pouvait utiliser ce Mitsubishi pour accéder à notre requête. Rappelez-vous, je vous ai dit que le principe de fonctionnement du web est simple. On fait une requête, on a une réponse. Donc la requête en question, on pourra y accéder en mettant ce Mitsubishi là. Donc vu que ceci va faire partie de notre requête, je pourrais utiliser la requête pour récupérer la valeur de ce paramètre name. Et la valeur c'est ici Mercury. Donc je vais mettre simplement request.getParameter pour accéder à un paramètre et je dois donner le nom de ce paramètre. Ici le nom qu'on a donné à notre paramètre c'est name. Si j'avais mis ici Toto, j'allais devoir mettre ici Toto, ok? Donc là je vais laisser ici name. Et juste pour tester, on va faire un petit system.out.println de ce paramètre-là. Donc, le paramètre qui sera passé,
on va tenter ici de l'afficher, mais on va l'afficher au niveau de la console, ok? Parce que lorsqu'on met system.out.println, c'est pour l'afficher au niveau de la console. Afin que ce soit beaucoup plus simple à voir, je vais laisser ici plein de lignes vides. Comme ça, clairement, lorsque je vais afficher ce Mitsubishi au niveau de la console, vu qu'on a plein de Mitsubishi, ce sera beaucoup plus simple à lire. Donc, j'enregistre ceci. Il va redémarrer le serveur. Tout est bon. Je viens à ce niveau. Je vais actualiser. Et normalement, vous allez voir ici Mercury. OK? Parce que le nom que j'ai passé, c'est Mercury. Si je mettais Honoré, vous voyez ici Honoré. Donc, ce que je vais passer, je peux le récupérer en mettant ce Mitsubishi là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je ne passe rien? OK? Donc, ceci est vide. Donc, vous voyez, il va me mettre ici du vide. Mais si à ce niveau-là, je ne mets même pas de name, ceci va valoir nul. OK? Par défaut, vous voyez ici nul. Donc, si je ne passe pas ici le name, c'est nul. Si je ne passe pas de valeur, c'est du vide, donc une chaîne de caractères vide. Si je passe une valeur, je récupère cette valeur. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer ici une variable de type chaîne de caractères, donc string name. OK? Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre sa valeur sous forme d'un ternaire. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Je vais dire à ce niveau-là, si request.getParameter est différent ici de nul et request.getParameter n'est pas vide, donc je peux utiliser isEmpty. Dans ce cas-là, pas de problème. Tu vas nous retourner request.getParameterName. Dans le cas contraire, tu vas nous retourner ici word. Donc ce que je fais ici, c'est quoi? S'il ne passe pas ici de name, ou bien le name qu'il a passé est vide, au niveau de notre variable name, on va avoir ici word. Dans le cas contraire, on va mettre ici ce qu'il a eu à passer. Donc là, c'est un ternaire. Vous avez ici votre condition. Vous avez ensuite un point d'interrogation. Ce qu'il faut faire si c'est vrai. 2 points, ce qu'il faut faire si c'est faux. Donc, notre condition, ce qu'il faut faire si c'est vrai et ce qu'il faut faire si c'est faux. Donc, si c'est vrai, on va ici retourner le nom qui a été passé. Dans le cas contraire, on retourne word. Et là, je tente d'afficher ce qu'on obtient comme valeur finale en fonction de ce qui sera passé par l'utilisateur. Donc là, pas de problème. Vu que je n'ai rien passé, par défaut, il va afficher ici word. On va tenter de descendre rapidement. Vous voyez ici word parce que je n'ai même pas mis ici de name. Mais si je passe ici un nom, Honoré, vous allez voir, on aura ici Honoré. Si je passe ici par exemple Mercury, vous verrez également qu'on aura Mercury. Mais si je viens à ce niveau-là, je ne mets rien, on aura simplement ici word, ok? Parce que j'ai dit si c'est nul ou c'est vide, tu prends ici word. Donc maintenant qu'on a ce name-là, l'idée c'est de prendre ceci et passer la valeur de cette variable à ma vue à ce niveau-là afin de remplacer ce Mitsubishi-là. OK? Donc, je ne peux pas venir mettre ici name, sinon il va considérer simplement ceci comme le texte name et il va afficher hello name en lieu de place d'afficher quelque chose d'intéressant. Donc, on doit voir comment passer une valeur depuis ici notre contrôleur à notre vue. Et pour ce faire, ce sera très simple. On va rajouter un autre Mitsubishi ici qui sera model map et je vais l'appeler également model map. Donc, j'ai rajouté un autre argument qui aura ici pour type model map. Et grâce à ce model map, on peut l'utiliser, vu que c'est un élément de type map, on peut l'utiliser afin de passer un ensemble de paires clés-valeurs. OK? Donc, je pourrais dire que je vais passer une variable au niveau de ma vue qui aura par exemple pour nom Toto et la valeur de cette variable, c'est ce qui sera présent au niveau de ma variable name. Donc, au niveau ici de ma vue, j'aurai maintenant accès à une variable qui aura pour nom Toto et sa valeur sera ici la valeur de ce que j'aurai obtenu au niveau de ma variable name. Donc là, je mets ici Toto juste pour que ce soit clair, ok? Mais là, je vais passer une variable qui aura pour nom ici name et la valeur, ce sera ici la valeur de cette variable-là. Donc là, j'aurai maintenant accès à une variable name. Donc, même si j'ai eu à passer ce Mitsubishi là, encore une fois, si je mets simplement ici name, il va considérer ceci comme du texte, donc il va toujours m'afficher hello name. Comment je fais donc si je souhaite afficher une variable à ce niveau-là? Donc là, jusqu'à présent, comme on avait simplement du contenu statique, TimeLeaf, on l'avait pas vraiment ici inclus en réalité, ok? Il fallait que ceci soit présent pour que TimeLeaf nous donne quelque chose de valide. Mais ce qu'on va faire, on va maintenant inclure le namespace de TimeLeaf.
Donc, je dois mettre ce Mitsubishi que je vais vous expliquer dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais mettre ici timeleaf.org. Donc, le site officiel ici de Timeleaf, c'est ce Mitsubishi là. Et également, au niveau de la documentation, on nous dit que c'est ce qu'on doit utiliser comme namespace. Donc, au niveau ici de votre vue, nous, on a utilisé Timeleaf, mais il existe ici plusieurs moteurs de template pour votre vue. Moi, je préfère utiliser Timeleaf parce que je le trouve simple, mais libre à vous d'utiliser d'autres moteurs de template. Vous allez voir d'autres personnes qui vont utiliser Moustache et ainsi de suite. Là, je vais vous montrer celui que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes projets Spring MVC. Donc, on charge ici Timeleaf. En réalité, XMLNS signifie XML namespace et on dit que partout où on va vouloir utiliser Timeleaf, on va préfixer ceci de TH. OK? Donc là, partout où je vais vouloir utiliser Timeleaf, vous allez voir, je vais mettre maintenant ici TH. Si j'avais mis ici Toto, partout où je vais vouloir utiliser Timeleaf, j'allais mettre maintenant ici Toto. OK? Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais enlever ce Mitsubishi là et je vais rajouter quelque chose que je vais vous expliquer. Je vais écrire ceci. Donc, vous voyez que j'ai mis ici TH text et j'ai mis ici les double quotes et j'ai rajouté ici name avec cette notation bizarre là, $ accolade et ici accolade. En réalité, lorsque vous mettez TH text, ce que vous mettez ici, il va le prendre et remplacer le contenu de votre Mitsubishi. Donc, ce que j'ai eu à mettre ici, il va le prendre et mettre ceci comme contenu de mon H1. Donc, si j'avais mis simplement ici name, il allait mettre simplement ici name. Mais le fait ici de mettre $ avec les accolades et name, cela permet de dire, vu que j'ai accès à une variable name qui sera passée à ce niveau-là, je veux que tu puisses mettre le contenu de cette variable. Donc, le contenu de cette variable sera remplacé et c'est ce qui sera mis ici. Et vous allez voir maintenant, si je viens à ce niveau et j'actualise, par défaut ce sera Word, et vous voyez ici Word parce que je n'ai rien mis comme valeur, mais si je mets ici Mercury, vous voyez ici Mercury, si je mets ici Toto, ce sera ici Toto, ainsi de suite. Donc moi ce que je veux faire en réalité c'est quoi? C'est mettre ici Hello, concaténer ici au nom, concaténer à ce niveau-là à un point d'exclamation. Et cela va nous donner ici Hello, espace à ce niveau-là, name, concaténer ici au point d'exclamation. Et vous allez voir maintenant, il va afficher Hello Toto, ou bien il va afficher Hello Mercury, ou bien si je ne passe rien, il va mettre ici Hello World. Vous voyez que c'est simple, n'est-ce pas les gars? OK? Et au niveau de Timeleaf, vous avez ce qu'on appelle ici des templates naturels. En réalité, j'aurais pu mettre quelque chose ici qui va me permettre de dire, lorsque ceci sera remplacé, voilà à quoi cela peut ressembler. Par exemple, je vais mettre ici Hello Honoré. OK? Donc, cela ne permet pas de dire c'est la valeur par défaut qu'on aura si on n'a pas ceci. OK? Cela permet de dire tout simplement voilà à quoi cela peut ressembler si on avait ici du contenu. Donc, l'avantage de mettre cela, c'est quoi? Si vous exécutez votre fichier directement, si je dis que je veux l'ouvrir par exemple au niveau d'un navigateur, vous allez voir, il va afficher Hello Honoré. Parce que si je l'exécute directement comme un fichier HTML classique, il ne va pas comprendre tout ce Mitsubishi là, ok? Donc, il va comprendre simplement qu'il doit mettre Hello Honoré au niveau d'un H1. Et l'avantage, c'est quoi? Si vous avez des designers qui doivent travailler ici sur votre application, ils pourront utiliser ces données statiques là afin de designer ici votre application tranquillement. Et vous saurez également si vous exécutez ceci dynamiquement, voilà également à quoi cela va ressembler. Dans deux contextes différents, vous voyez que vous en bénéficiez. Et c'est vraiment ici un avantage à utiliser Timeleaf. Donc très souvent, je vais mettre ici à quoi la valeur finale peut ressembler une fois qu'on a eu notre dynamisme à appliquer. Et ceci peut être intéressant pour avoir des templates naturels. Si je n'avais pas mis ceci, vous allez voir que si j'avais actualisé, rien n'allait s'afficher. Et c'est pas vraiment cool, ok? Donc libre à vous de faire ceci. Si vous le souhaitez, si vous ne voulez pas ici le faire, vous pouvez simplement laisser cela, mais comme on l'a vu, ceci va également fonctionner. Donc, je vous avais dit que j'allais vous montrer un autre moyen de gérer ceci parce que ça, c'était la manière de gérer cela directement avec ce qu'on connaît avec Java EE. Je vais vous montrer comment gérer ceci avec ici une annotation disponible au niveau de Spring. Donc là, je vais mettre ici string name, c'est-à-dire que à ce niveau-là, je vais recevoir une chaîne de caractères qui aura ici pour nom name. OK? Et c'est parce que j'ai eu à mettre ici name que j'ai eu à mettre également ici name. Maintenant, par défaut, si je mets ceci, il ne va pas savoir que je veux récupérer un paramètre qui a pour nom ici name. Pour ce faire, je dois rajouter une annotation qui a pour nom ici request param pour dire que c'est un paramètre de notre requête. Donc, si vous mettez ici request param,
cela va permettre de dire que ce Mitsubishi va représenter un paramètre de notre requête et ce paramètre a pour nom ici name et il saura qu'il doit prendre cette valeur et la mettre au niveau ici de name. Donc là, je n'aurai plus besoin ici d'écrire tout ce Mitsubishi. Au niveau ici de name, j'aurai directement ce qui est passé à ce niveau-là. OK? Donc là, ce que je vais faire, c'est venir ici, tenter d'actualiser. Mon serveur n'a pas fini ici de démarrer. Je crois que c'est bon maintenant. J'actualise et vous voyez Hello Mercury. Si je mettais ici Toto, on voit ici Hello Toto. Mais là, on aura ici un problème. Si je ne passe rien, par exemple, vous voyez ici, on a simplement Hello. OK? Donc, si je ne passe rien à ce niveau-là, on a vu que ce sera une chaîne de caractères vide. Raison pour laquelle il met simplement Hello. Donc, ce que je vais faire, c'est venir au niveau de request param et rajouter default value ici Word. Donc, je vais enlever également ceci, vu qu'on n'utilise plus ce HTTP Servlet Request. Mais cela permet de dire, si on n'a pas de valeur pour name, la valeur par défaut, ce sera ici Word. OK? Ce qui va faire que si je ne passe rien, la valeur par défaut, ce sera Word. Et vous voyez ici Hello World. Si je mets ici maintenant Mercury, ce sera ici Hello Mercury. Là, parce qu'on a eu à mettre ce default value, vous n'allez pas avoir un autre problème qu'on peut avoir. Par défaut ici, lorsque vous n'avez pas, par exemple, ce default value, il va rendre ce paramètre obligatoire. C'est-à-dire que si je ne passais pas ce paramètre-là et que je n'avais pas de default value, il va le rendre obligatoire et si j'actualise donc, j'aurai ici une erreur. Là, on va patienter que le serveur ici redémarre. Vu que ceci est obligatoire, on aura ici un petit problème parce qu'il attend ici qu'on ait ce paramètre name. OK? Donc, normalement, si vous ne voulez pas ici qu'il soit obligatoire, vous pouvez rajouter ici required à false pour dire que ce paramètre n'est pas requis. Donc, ce paramètre n'est pas obligatoire. Et vous pouvez également rajouter default value et dire que la valeur par défaut, c'est ici Word. Donc, libre à vous de procéder ainsi. Donc, je dis que le paramètre n'est pas requis et la valeur par défaut, c'est Word. Comme ça, on aura la même chose qu'on avait réellement ici avec le HTTP Servlet Request. Donc, je viens ici, je vais actualiser. Vous voyez Hello World. Et si je viens à ce niveau-là, je passe ici Mercury, j'ai Mercury. Je mets ici Toto, j'ai Toto. Un dernier truc que je vais rajouter avant de terminer. Si je mettais ici Mercury en minuscule, donc là, je vais mettre un M minuscule. J'aimerais que ceci soit en majuscule. Si vous cherchez au niveau ici de TimeLeaf, vous allez voir que vous pourrez appeler certaines méthodes afin de pouvoir bien formater vos Mitsubishi et ainsi de suite. OK? Donc là, je connais déjà cette méthode qu'on peut utiliser pour bien formater notre name. Je vais mettre dièse strings et je vais rajouter ici capitalize. OK? Donc il va prendre ma chaîne de caractères et mettre le premier caractère en majuscule. Donc, croyez-moi les gars, si c'était un cours sur Spring MVC en détail avec également TimeLeaf, j'allais tout expliquer. Mais là, supposez que ceci permet d'accéder à plein de méthodes pour manipuler ici vos chaînes de caractères. Et on utilise Capitalize pour mettre ici le premier caractère en majuscule. Et là, vous allez voir, même si j'écris Mario comme ceci, il va mettre le premier caractère en majuscule. OK? Si je mets ici Mario et Shikebam. Donc là, c'est bien beau, on a créé ici notre petite application, elle fonctionne comme on le souhaite, on est content. Pourquoi pas, je vais vous montrer un petit truc en rapport avec ce fichier application.properties, ok? Je vous ai dit qu'on pouvait l'utiliser pour configurer un peu aussi notre application. Je peux mettre par exemple ici serveur.port et mettre ici 3000, ok? Par défaut, on a vu que le port c'est 8080, mais en mettant ici serveur.port est égal ici 3000, je dis que le port que je vais utiliser c'est le port 3000. Et vous allez voir, lorsqu'il va démarrer ici avec Tomcat, en lieu et place d'utiliser le port 8080, maintenant il va utiliser le port 3000. Donc clairement, si j'actualise ceci, cela ne va plus fonctionner parce qu'on a démarré ceci sur le port 3000. Et vous voyez, Shikebam, cela fonctionne. Ok? Donc cela peut être un fichier properties, comme ça peut être également un fichier YAML. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler ici de YAML, j'ai eu à faire une vidéo sur YAML que vous pourrez regarder si cela vous intéresse. Mais cela peut être un fichier YAML et au niveau de YAML, voici comment j'aurais écrit ceci. Serveur, j'aurais rajouté ici port et je vais dire que le port, disons on va modifier, on va mettre port 8000. Donc encore une fois, pour ceux qui souhaitent apprendre un peu plus sur comment est-ce que YAML fonctionne, j'ai une vidéo sur YAML que vous allez trouver au niveau de la description de cette vidéo. Et vous voyez que maintenant il a démarré ceci sur le port 8000. Je peux mettre à ce niveau-là 8000 et vous voyez maintenant cela fonctionne et 3000 ne va plus fonctionner. OK?
Donc, voyons voir maintenant comment déployer notre application, comment mettre notre application en ligne. Et vous allez voir que c'est vraiment très simple.